Bonjour, Ou bonsoir. bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps. Juste le temps d'un lapin. Épisode 17, Le temps d'un lapin, nous recevons Joshua Lavallée pour nous parler de son colossal travail de recherche sur le raisonnement clinique et le diagnostic des douleurs en lien avec les articulations sacro-iliaques. Bonjour Joshua, bonjour Vincent. Bonjour Marie, bonjour Vincent. Bonjour Marie, et bonjour Joshua. Joshua, tu es donc kinésithérapeute, membre de Kinéfact, et tu viens de sortir sur Kinéfact une série d'articles qui font la mise au point sur le diagnostic des douleurs en lien avec les articulations sacro-iliaques. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bien sûr, alors je m'appelle Joshua Lavallée, je suis donc kiné diplômé de 2016 de l'IFMK de Reims. J'exerce comme libéral. J'ai commencé en tant qu'assistant pendant à peu près 8 mois parce que j'avais envie de poser un petit peu ma pratique avant de faire des remplacements et pouvoir voir un peu du pays. Donc là, ça fait actuellement 2 ans et demi à peu près que je fais des remplacements un peu partout en France et dans les DOM-TOM également. Et là, je m'installe prochainement sur Reims. Je reprends un assistanat. Il me semble que tu as d'autres activités en parallèle. Alors oui, donc effectivement, je suis membre de Kinéfact. Je suis également intervenant à l'IFMK de Reims où j'anime des cours sur les tests orthopédiques et la clinimétrie des tests. J'appartiens également au bureau d'organisation du CIFEPK, le Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et en kinésithérapie, donc l'équivalent des JFK pour les étudiants. Je fais partie du comité scientifique et plus particulièrement, je suis responsable du pôle musculo-squelettique avec mon collègue, si je peux le mentionner, Arnaud Preuil. Petite dédicace. Est-ce que Joshua, du coup, tu peux nous parler de la problématique autour des douleurs en lien avec les articulations sacro-iliaques, de comment tu l'as découverte, comment tu es, toi, arrivé à te poser des questions à ce sujet, quel est un peu le tableau actuel en France à ce propos-là, et puis qu'est-ce qui t'a emmené, qu'est-ce qui t'a conduit à te lancer dans ce travail? Alors, c'est une coïncidence de plusieurs choses, disons. Alors déjà, depuis que je suis étudiant, je suis plutôt intéressé par tout ce qui est musculo-squelettique et en particulier les affections du rachis et en particulier donc la lombalgie, notamment chronique. Donc les douleurs en lien avec le sacro-iliaque, c'est un diagnostic différentiel de la lombalgie, notamment chronique, qui est connu et reconnu. Donc j'ai naturellement, du coup, j'ai commencé à m'y intéresser. Mon intérêt sur, disons plutôt l'évaluation de ces douleurs-là a commencé en stage parce que donc, en fait, étant étudiant, j'étais féru de thérapie manuelle. Je projetais de suivre un cursus d'ostéopathie après le diplôme. Donc j'ai fait beaucoup de stages en lien avec ces approches-là, disons. Donc j'ai appris en stage à palper les mobilités des sacro-iliaques, donc des repères osseux, du bassin, etc. Enfin, écouter les tissus, comme on dit dans le jargon. J'ai consommé une grande littérature en lien avec ces questions-là, puisque dans mes stages, j'étais demandeur auprès de mes titulaires de me donner de la documentation qu'ils ont pu avoir en formation. Donc, je me suis intéressé aux mouvements respiratoires primaires, du coup, à tout ce qui est dynamique crânio-sacré, ce genre de choses. Et puis, lors du CIFEPK 2016, qui a eu lieu à Nancy, j'ai eu l'occasion d'assister à un workshop animé par Flavio Bonnet, actuel directeur de l'agence EBP, qui présentait justement les tests de provocation des articulations sacro-iliaques, qui constituent la combinaison de tests de l'ASLET que j'aborde, entre autres, dans le billet. C'est là où j'ai vu une approche un petit peu plus, disons, moins palpatoire et plus symptomatique des tests. Ensuite, bon, c'est resté dans un coin de ma tête pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je sois diplômé et que j'assiste au cours de Chad Cook, peut-être bien un de ses premiers cours, voire son premier cours, je crois, en France, qui avait lieu à l'époque avec la Société française de physiothérapie, qui était donc sur les meilleurs tests orthopédiques et la clinimétrie.
Donc, c'est de là que d'ailleurs me vient cette passion actuelle pour ce sujet-là. Et donc, j'ai pu voir Chad Cook réaliser ces tests, mais d'une façon différente que celle que Flavio avait montrée. Et du coup, je me suis dit, mince, il y a des différences, il faut que je cherche à savoir d'où viennent ces différences. Et c'est là où j'ai commencé à creuser la question. En parallèle, j'avais commencé un cursus Mackenzie. Donc, du coup, ces tests ont été de nouveau abordés plus tard dans le cursus. Donc, il y avait une espèce de cohérence de ce point de vue-là. Mais la plupart de ce que je sais aujourd'hui des tests sur sacroiliac vient des lectures que j'ai eues suite à la formation de Chad Cook, qui a été un véritable déclencheur pour moi à l'époque. Est-ce que, avant qu'on parle de pourquoi ce travail et comment tu t'es lancé dedans, est-ce que tu t'es intéressé un petit peu à ce qui se dit de cette problématique dans la presse non spécialisée ou dans la population générale? Absolument pas. Je reconnais que même aujourd'hui, c'est pas une dimension de la problématique que je suis allé trop explorer, je t'avoue. D'accord. Vincent, c'est des choses que tu as pu... est-ce que toi, tu as pu avoir accès à certains clichés qui peuvent circuler sur le sujet ou... Non, en dehors de la sacro-iliaque qui est la clé de voûte du corps humain que tout bon ostéo ou podologue veut réaligner, pas trop. D'accord. Et c'est-à-dire que sur le plan du grand public et de la presse, j'ai jamais trop entendu parler de sacroiliac. Par contre, effectivement, en pratique clinique, certains patients sont amenés à m'en parler du fait le plus souvent de leur consultation antérieure auprès d'autres praticiens de santé. Alors ça peut être très bien des kinésithérapeutes, certains médecins, le plus souvent s'ils sont formés en thérapie manuelle ou en ostéopathie, et d'autres thérapeutes manuels comme des ostéopathes, des chiropracteurs ou des éthiopathes. Généralement, c'est l'idée d'une problématique sacroiliaque est induite dans l'esprit du patient plutôt de la part de leur propre thérapeute. Oui, parce que rappelons, donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas forcément sensibilisés à cette question, en fait, l'articulation sacro-iliaque, elles sont au nombre de 2 et elles relient le sacrum, donc tout en bas de la colonne vertébrale, aux 2 os iliaques qui, eux, ferment le bassin en avant par le pubis. Donc se pose la question de leur rôle dans les douleurs fessières hautes. Et il y a souvent un discours récurrent au sujet du sacrum qui serait coincé dans une mauvaise position, qui subirait des contraintes en torsion et qui entraînerait du coup sur ses articulations une anomalie dans la charge appliquée qui serait responsable des douleurs. Alors effectivement, il y a ça. Disons que c'est surtout que dans certains paradigmes de thérapie manuelle, effectivement, il y a une grosse emphase qui est placée sur l'importance du sacrum, du bassin et donc des articulations associées, sacro-iliaque, symphyse pubienne et même les articulations sacro-coccygiennes. Et disons qu'à partir de là, il y a des formes d'évaluation qui ont été développées sur la base de la palpation des repères osseux, notamment les épiniliaques postéro-supérieurs par rapport au sacrum, afin d'identifier s'il y avait ce qu'on appelle des dysfonctions, c'est-à-dire des anomalies de position ou de mobilité, donc de ces repères osseux. Donc, en fait, si on veut bien, dans ces paradigmes-là, l'hypothèse des douleurs sacro-iliaques est une hypothèse qui est rapidement envisagée, alors que l'épidémiologie nous montre que la prévalence de ces douleurs-là, ou plutôt de l'implication des sacro-iliaques, peut être extrêmement variable. C'est d'ailleurs un problème dans la littérature. On a des chiffres qui vont de 7 jusqu'à quelque chose comme plus de 70% en fonction de l'environnement clinique, en fonction des critères diagnostiques et donc de la référence standard qui a été utilisée, donc c'est-à-dire du moyen diagnostic utilisé. Un accord semble être trouvé autour de 1/5 ou 1/4 des lombalgies chroniques qui seraient atteints de ces problématiques-là. Tout ça pour dire il me semble, d'après mon expérience somme toute limitée, je tiens à le préciser, que la problématique sacro-iliaque
est certainement assez surreprésenté dans certains paradigmes de thérapie manuelle plutôt. Donc en fait, toi, tu as eu accès finalement à beaucoup de littérature plus ou moins contradictoire par rapport à ce qu'on t'a enseigné, par rapport à la façon d'aborder la problématique. Et donc tu disais, tu es membre de Kinéfact, je crois que c'est depuis un moment. Depuis sa création. Et donc ce travail, c'était une initiative de ta part? C'est quelque chose dont vous aviez discuté? C'est quelque chose qui t'a été demandé? Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer là-dedans? Parce que ce travail, bon, on vous mettra tous les liens hein, sur le blog, mais c'est quand même un travail qui est colossal, un travail de lecture, de synthèse, de reformulation. Comment ça s'est passé? Au départ, c'est un travail que je réalisais pour moi. J'ai une petite manie, c'est que je suis un petit peu perfectionniste. C'est-à-dire que quand je commence à creuser un sujet, j'aime bien aller au bout des choses, jusqu'à aller chercher justement les contradictions éventuelles de la littérature. Malheureusement, des contraintes réalistes de temps m'empêchent de le faire pour tous les sujets qui m'intéressent. Mais dans ce cas-là, j'ai voulu creuser parce que c'était un sujet qui m'intéressait, sans raison particulière. Donc j'ai commencé de mon côté. Ensuite, du coup, j'avais envisagé éventuellement de soumettre cet article à publication dans une revue comme Kiné la Revue, par exemple. Mais j'ai fini par renoncer du fait des contraintes liées à la forme que devait respecter l'article, du fait que pour utiliser les images, les figures des études, il fallait demander les droits aux auteurs et à l'éditeur. Et du coup, j'ai proposé aux collègues de Kinéfact de soumettre cet article sur le blog, ce qu'ils ont tout de suite accepté. Du coup, avec toutes ces recherches, est-ce que dans ta pratique clinique, tu as vu beaucoup de pathologies, de symptomatologie qui étaient effectivement liées aux articulations sacro-iliaques? Pour l'instant, non. Tu en as vu aucune ou tu en as vu très peu? Alors, je n'en ai vu aucune qui a été confirmée. Certaines ont été suspectées, mais pour confirmer, il aurait fallu qu'il y ait une injection d'anesthésie locale qui soit réalisée sous fluoroscope de façon à pouvoir effectivement confirmer l'hypothèse, ce qui n'a jamais été fait. Donc, disons que la plupart des cas de douleurs assimilables à des douleurs sacro-iliaques étaient en fait plutôt des douleurs référées somatiques du rachis, donc ce qu'on appelle des douleurs projetées, et donc qui se sont résolues avec un traitement classique lié au rachis. Certaines problématiques de hanche aussi, le plus souvent, peuvent mimer des douleurs liées au sacro-iliaque. Donc, c'est les deux cas de figure que j'ai le plus rencontrés. Pour ainsi dire, j'ai jamais rencontré de douleurs en lien avec les sacro-iliaques vraies. Mais j'ai pu passer à côté, je tiens à le préciser. Puisque si on se fie à l'épidémiologie, c'est quand même entre un quart et un cinquième des patients lombalgiques chroniques. Donc, si on se fie à l'épidémiologie, et je dis bien si, on peut dire que j'ai dû en rater. Alors, Marc Laslett, qui est un des principaux auteurs sur ce sujet, estime que en soins de première intention, lui, dans sa pratique courante, ça représente 7% des cas de lombalgie chronique. Donc, on est bien loin des 20 à 25% de consensus de l'épidémiologie. Mais ça reste qu'un avis d'expert. Et qu'est-ce que tu penses de la douleur lombaire de la femme enceinte qui serait liée aux articulations sacro-iliaques? Est-ce que tu as pu lire dessus et qu'est-ce que tu peux nous apprendre? Alors, j'ai pas mal lu dessus, justement, parce que c'est la suite de la série. Ah J'ai loupé. Je l'aurai un jour, là. Voilà, donc si c'était l'ouverture que tu voulais faire, c'est râpé. Si je comprends bien, la seule façon de confirmer le diagnostic de douleur liée à l'articulation sacro-iliaque, c'est l'injection sous fluoroscopie. C'est ça. Alors, ça a le problème d'être assez invasif, mais aujourd'hui, en fait, comment dire, le gain de confiance sur l'hypothèse d'une sacro-iliaque que nous permettent les tests cliniques dont on dispose est modéré. C'est-à-dire que, en gros, les tests pour
Pour résumer un petit peu, les meilleurs tests dont on dispose ne suffisent pas pour poser le diagnostic. Et notamment si derrière il faut évoquer un geste plus invasif, il semblerait que une injection diagnostique de confirmation effectivement soit requise. Toi, tu as travaillé sur la démarche diagnostique. Comment on identifie ou non une douleur liée aux articulations sacro-iliaques et dans quel ordre est-ce qu'on va rechercher les choses? C'est pour ça que tu as proposé un algorithme qui est absolument incroyable. Moi, je suis totalement fan. Mais en fait, une fois qu'on a une suspicion sur le sujet, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est la question qu'on m'a pas mal posée après la sortie de cet article. Donc, je me suis également renseigné dessus. Alors, à ma connaissance, j'ai pas trouvé de littérature qui soit solide sur le sujet. La littérature qui est accessible ne concerne généralement pas la kinésithérapie. Lorsqu'elle concerne la kinésithérapie, elle concerne essentiellement les femmes enceintes et se résume à l'équipement d'une ceinture pelvienne en fait. J'ai également mis la main sur une revue systématique des approches kinésithérapiques, mais elle a regroupé essentiellement des études avec un très très faible niveau de preuve, une très faible rigueur méthodologique et surtout qui abordait des thérapies qui sont aujourd'hui très controversées comme le taping par exemple. Donc on m'a demandé si j'allais faire un article sur les options thérapeutiques en kinésithérapie. Et malheureusement, aujourd'hui, tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, c'est de la littérature de mauvaise qualité, en tout cas à ma connaissance, ou des avis d'experts. Dans ces douleurs d'origine sacro-iliaque, il y en a une partie qui sont liées à une pathologie spécifique qui est la spondylarthrite ankylosante, pour laquelle il y a des traitements qui existent mais qui ne sont pas de notre ressort. Pour celles qui n'en font pas partie, est-ce que les traitements de type infiltration sont efficaces? Disons que c'est pareil, on n'a pas des preuves solides sur la question. Empiriquement, oui, puisque on sait que les injections diagnostiques amènent un soulagement partiel ou total de ces douleurs-là lorsque l'hypothèse est confirmée par l'injection. Mais il y a un certain nombre de problèmes, même en lien avec les injections. C'est pareil, je précise un petit peu. Il semblerait qu'il n'y ait pas qu'une seule structure qui soit impliquée dans les douleurs lorsqu'elles sont effectivement en lien avec la sacro-iliaque. C'est-à-dire que les surfaces articulaires semblent être une source possible de nociception, mais également les ligaments périphériques ainsi que la musculature périphérique. Donc, lorsque une injection est réalisée en intra-articulaire, même sous fluoroscope, ça ne fait que baigner les surfaces articulaires ainsi que la face interne de la capsule et des ligaments. Donc, il faudrait des injections multisites, en fait, pour être certain peut-être disons, réduire au silence toutes les sources de nociception. Il y a également un autre problème, c'est qu'on observe fréquemment des fuites de liquide lorsqu'on injecte dans l'articulation, car il n'est pas rare que l'articulation ne soit pas tout à fait étanche, notamment à la partie ventrale de l'articulation. On a fréquemment des ouvertures. Donc lorsqu'on injecte un anesthésiant ou un anti-inflammatoire stéroïdien, il est tout à fait possible que ça puisse affecter également les tissus en avant des sacro-iliaques, comme notamment le plexus lombosacré, dont on sait qu'il peut conduire certaines douleurs, en tout cas certains messages douloureux qui peuvent mimer des douleurs sacro-iliaques et réciproquement. Voilà un peu le niveau de complexité auquel on se retrouve confronté dès qu'on parle d'injection au niveau des sacro-iliaques. Si je comprends bien, avant d'établir le diagnostic de douleur liée à l'articulation sacro-iliaque, il faudrait d'abord passer par les tests cliniques dans ton algorithme, puis éventuellement réaliser un examen d'imagerie et enfin faire cette fluoroscopie. Et seulement une fois la fluoroscopie réalisée, on pourrait passer à des techniques invasives de stabilisation de l'articulation. Alors en fait, l'imagerie est associée au geste infiltratif. C'est-à-dire que l'utilité diagnostique de l'imagerie va surtout prendre place en cas de suspicion en fait de spondyloarthropathie ankylosante pour détecter effectivement une articulation qui serait inflammatoire.
On peut observer ça également chez les femmes enceintes. Mais globalement, le risque à passer des imageries, c'est que chez des sujets avec des douleurs qui ne seraient pas d'horaire inflammatoire et qui n'auraient pas un tableau qui serait cohérent avec un rhumatisme inflammatoire, ce serait en fait, ce serait même problématique que au niveau lombaire ou au niveau cervical ou ailleurs dans le corps, c'est qu'on retrouverait des signes normaux de dégénérescence, du vieillissement, donc de l'arthrose, des choses comme ça. Voilà. On observe la même tendance que pour le rachis lombaire, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de la prévalence de la dégénérescence articulaire au fil de la vie. Voilà. Donc l'imagerie n'est uniquement associée plutôt la fluoroscopie est associée uniquement au geste infiltratif afin d'être certain de bien injecter au bon endroit. Disons que la fenêtre de tir au niveau de l'injection est tellement serrée qu'on doit pouvoir regarder où on vise. Ensuite, effectivement, il existe des possibilités de gestes chirurgicales où on viendrait réaliser donc une arthrodèse sacro-iliaque par exemple. Ah oui, Ok. Donc de ce point de vue-là, ça me paraît pertinent d'avoir confirmé l'hypothèse avec une injection préalable. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que l'injection sous fluoroscopie permet de confirmer l'hypothèse qui émerge à l'issue de l'évaluation clinique, telle que décrite dans l'algorithme, et permet donc de s'assurer que la décision d'opérer ne soit pas prise à la légère. Mais cela dit, c'est aussi parfois comprends ce qui se passe en kinésithérapie. Soyons honnêtes. Absolument. La décision de traitement est parfois prise avant que le patient rentre. C'est là où je trouvais cet algorithme intéressant et je pense que pour ces décisions d'intervention, c'est assez récurrent. Finalement, c'est pas forcément pris à la légère, c'est pris dans un chemin décisionnel qui n'intègre pas l'ensemble, je pense, des paramètres. Et c'est ce que je trouve intéressant et que tu proposes dans ton algorithme. C'est pas, et c'est ce que tu dis dans le dossier, c'est pas, la question c'est pas comment on diagnostique une douleur en lien avec une sacro-iliaque, c'est dans quel chemin est-ce qu'on avance pour être sûr qu'au moment où on pense à la sacro-iliaque, c'est pas confirmé par des biais et des éléments et des faux positifs, mais au contraire qu'à ce moment-là, c'est le moment où le résultat du test sera le plus fiable. Et ça, c'est assez novateur, enfin, pour moi en tout cas, par rapport à ce que j'en connaissais jusqu'à présent. Est-ce que tu crois, Joshua, que tu pourrais, pour les gens qui sont, alors pour les kinésithérapeutes qui travaillent relativement peu ou qui sont pas très à l'aise avec cette histoire de douleur en lien avec les articulations sacro-iliaques, pour les médecins éventuellement qui nous écoutent ou ne serait-ce que pour les patients, est-ce que tu pourrais résumer un peu l'algorithme ? Donc oui, on peut essayer de résumer ça. Déjà, d'un point de vue clinique, il faut avoir exclu toute hypothèse d'implication, en tout cas autant que possible, d'implication lombaire et de hanche. C'est-à-dire que ce sont des régions qui peuvent présenter des affections, qui peuvent mimer une douleur en lien avec la sacro-iliaque, mais dont les affections sont plus prévalentes, donc plus fréquentes que les affections des sacro-iliaques. Donc il paraît plus logique de commencer par envisager ces hypothèses-là, d'autant plus que les tests au niveau des sacro-iliaques sollicitent la région de la hanche et la région lombaire. Donc si on n'a pas exclu une problématique à ces niveaux-là, on risque en fait d'avoir des faux positifs au test. C'est-à-dire lorsqu'on fait les tests sacro-iliaques, en fait avoir une réponse qui vient non pas des sacro-iliaques, mais des lombaires ou de la hanche. Donc c'est fondamental pour justement avoir un minimum de biais lors des tests et avoir plus de certitude, plus de confiance dans le fait que la problématique est plutôt sacro-iliaque et pas autre. Donc c'est vraiment l'aspect important, il est là, c'est exclure, disons, toute affection qui pourrait être confondante et qui est forcément, enfin qui est le plus souvent moins prévalente que des affections sacro-iliaques. Une partie importante de l'examen, c'est également s'assurer qu'il n'y ait pas des problématiques rhumatismales face à une hypothèse de sacro-iliaque, notamment si le déclenchement des douleurs est sans raison apparente, entre guillemets idiopathique. Il faut envisager l'hypothèse d'un rhumatisme inflammatoire, en particulier chez les jeunes adultes, hommes comme femmes d'ailleurs. Donc, il faut rechercher des signes non rachidiens d'inflammation, c'est ce que j'évoque dans l'algorithme également, c'est-à-dire du psoriasis, une dactylite, ce genre de choses, et éventuellement demander, s'il y a une forte suspicion, demander des examens complémentaires en ce sens.
Et précocement, il semble que l'IRM soit la plus indiquée, car en fait, à la radiographie ou au scanner, on verra apparaître des signes, mais plus tardivement dans l'histoire de la pathologie, une fois que l'inflammation aura entraîné des changements structuraux. L'IRM permet de mieux visualiser les mécanismes inflammatoires, il semblerait. Plus que les changements structuraux qui peuvent être physiologiques et liés à l'âge finalement. Exactement, qui risque également de donner un faux positif. Une fausse indication. Donc pour l'instant, tu as un patient qui a une douleur pelvienne postérieure, donc le haut de la fesse ou le milieu de la fesse, qui peut diffuser dans le membre inférieur. Tu as éliminé une origine lombaire, tu as éliminé une origine de hanche. C'est ça. Tu n'as pas d'argument en faveur d'une pathologie inflammatoire. Et maintenant? Alors, à ce stade, effectivement, je vais réaliser les tests de provocation sacro-iliaque, donc qui sont au nombre de 4 ou 5, à savoir le test de distraction, test de compression, test de torsion pelvienne, et pour utiliser le terme anglais, thrust du fémur et thrust du sacrum, qu'on pourrait traduire en français par, en gros, mise en compression et secousse du fémur et du sacrum. Le but étant, en fait, de reproduire la symptomatologie. C'est un point qui est important, c'est que ces tests-là sont des tests de provocation de la douleur de consultation, de la douleur habituelle du patient. Donc il faut s'assurer que ce soit bien la douleur du patient qui est reproduite et pas une autre douleur. Par exemple, notamment au niveau des prises, vu qu'on a des prises manuelles directement sur le bassin, c'est important de bien prévenir le patient que ça peut être inconfortable, mais ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ça réveille la douleur de consultation. Oui, et finalement, ces tests-là, tu les fais pas avant. Non. Tu commences pas ta consultation avec ces tests-là. Tu élimines, tu as toute une série de strates en fait que tu élimines en amont. Et donc, ces 4 à 5 tests du coup que tu proposes là à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux en déduire du coup en fonction du résultat? Alors, la conclusion qu'on va pouvoir avoir va dépendre du nombre de tests qui nous reviennent positifs. Si on considère les 5 tests, pour envisager une douleur en lien avec la sacro-iliaque, il faut qu'on ait au moins 3 tests qui sont positifs. Si on en a moins de 3 tests, la probabilité pour qu'il y ait une douleur en lien avec la sacro-iliaque est relativement faible. Mais il y a un piège, c'est que si on se fie donc aux chiffres des études, si on a par exemple 5 tests positifs sur 5, le gain sur la probabilité n'est pas non plus très élevé. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si tous les tests sont positifs, c'est peut-être que ce n'est pas sacro-iliaque en fait. Et qu'on est passé à côté de quelque chose qui sensibilise la réponse des tests, qui rend les tests trop positifs, entre guillemets. D'accord, ça veut dire que moins de 3, tu es sûr que non. Mais par Quasi. contre, 5, il faut te méfier de ne pas avoir loupé quelque chose en amont, quoi. C'est ça. Alors, il faut bien se dire qu'il y a d'autres choses qui peuvent rendre ces tests, qui peuvent donner des faux positifs, autres qu'une implication lombaire ou de hanche. C'est-à-dire, par exemple, il semblerait, par exemple, que chez les femmes enceintes, il y ait une sensibilité des tissus profonds qui soit accrue. Ça reste à être confirmé manifestement, mais qui pourrait du coup rendre certains tests orthopédiques positifs, alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et l'autre chose, c'est que par exemple, dans le cas de douleurs, vu qu'on est souvent dans le cadre de patients douloureux chroniques, il ne faut pas oublier les phénomènes les phénomènes d'amplification de la nociception, à savoir l'hyperalgésie, enfin des choses qui s'expriment sous forme d'hyperalgésie, d'allodynie. Par exemple, je pense notamment aux patients, par exemple, qui, si on s'assure pas qu'ils n'ont pas des douleurs ailleurs dans le corps que dans le bas du dos ou dans la fesse, on pourrait par exemple passer à côté d'un tableau de fibromyalgie où les tests pourraient être tous positifs en fait, Oui. sans forcément d'avoir d'implication de sacro-iliaque. Donc c'est le problème avec ces tests sacro-iliaques, c'est le nombre infini de précautions qu'il faut prendre avant de pouvoir conclure avec confiance que c'est une sacro-iliaque. Et si finalement tu conclus que c'est une origine sacro-iliaque, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors je conclurai jamais. J'aurais une probabilité, je considérais qu'il y a une probabilité plus ou moins élevée en fonction de mon appréciation clinique. Et en fonction, je discuterai avec le patient des différentes options thérapeutiques en l'informant du fait que on n'a pas aujourd'hui manifestement de prise en charge, on n'a pas de gold standard au niveau de la prise en charge, et que tout ce qu'on peut faire, c'est tenter. Tenter, par exemple, une injection, déjà pour confirmer l'hypothèse, et s'il y répond bien, peut-être la renouveler pour voir si on peut obtenir une antalgie sur du plus long terme. Certains avis d'experts proposent, par exemple, si le patient... alors, on rentre un petit peu dans le détail, je ne sais pas si c'est pertinent. Je vais rentrer un peu dans le détail. Vas-y, et puis on coupera au montage Ok. s'il le faut.
D'accord. Donc, par exemple, si dans mes 3 tests qui sont positifs, parmi ceux qui sont négatifs, on a des tests qui vont ramener les sacroiliacs en compression, où on va par exemple avoir un rapprochement entre guillemets de l'ilium et du sacrum, et que du coup ces tests-là sont négatifs, on peut espérer que le patient réponde bien à des protocoles où en fait on va chercher à augmenter la force de fermeture de sacroiliac, en renforçant par exemple le piriforme ou les abdominaux transverses, enfin le muscle abdominal transverse. Ce sont des pistes qui restent à être étudiées. Après, il existe d'autres stratégies qui empiriquement, il n'est pas impossible qu'elles fonctionnent, une stratégie de remise en charge progressive, comme on le ferait pour d'autres affections ou d'autres tissus, où on va essayer de remettre progressivement des contraintes sur les articulations de façon à espérer qu'on puisse les désensibiliser et les rendre moins susceptibles, disons. Euh, on peut tout imaginer. C'est un peu le problème, c'est qu'à ce stade, on peut tout imaginer et ça laisse un petit peu la porte ouverte, malheureusement, à comment dire, à des thérapies qui n'ont pas fait leurs preuves. Puisque malheureusement, à l'actuel, il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup qui aient fait leurs preuves, justement. Personne n'a fait ses preuves. Marc Laslett remet quand même sérieusement en doute la probabilité que l'articulation sacro-iliaque ait besoin d'être stabilisée du fait de sa conformation et des structures ligamentaires qui sont autour et des structures musculaires qui sont autour, dont le rôle évident selon lui est la stabilisation intrinsèque du système. Alors, si je ne m'abuse, cet argument de la stabilisation ligamentaire intervient surtout pour Laslett dans l'idée que les tests palpatoires seraient pas fiables. Et que l'idée d'une sacroiliaque qui se déplace et dont le déplacement serait palpable n'est en fait, d'après lui, pas, si j'ai bien compris, pas recevable. Okay. Dans son cours, il propose un test empirique qui est le test de la ceinture, où on va venir, comme pour les femmes enceintes, appliquer une force de serrage au niveau du bassin, en regard des iliaques, de façon à voir si le patient a une amélioration de ses symptômes avec cette ceinture. Si c'est le cas, on proposera un protocole de renforcement donc des muscles qui permettent une augmentation de la compression dans l'articulation sacro-iliaque, de la force de fermeture. Voilà, c'est dans ces conditions qu'il semblerait que, d'après Laslett, qu'un programme d'entre guillemets de stabilisation soit pertinent. Alors du coup, ça se déplace ou pas un sacrum? C'est pas à moi de répondre. Alors, le truc, c'est que tout ce que je peux dire, c'est que les tests palpatoires qui ont été étudiés et évalués avec une bonne méthodologie ne sont pas reproductibles en interexaminateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi je réalise des tests palpatoires, bien que je me sois entraîné à sentir le mouvement des EIPS, à repérer la position des EIPS, en tout cas des repères osseux, si moi je fais cette palpation et si toi, Marie, par exemple, tu fais cette palpation, la probabilité pour qu'on arrive à tomber d'accord est relativement faible. Ce qui ne veut donc pas dire que l'articulation ne se déplace pas, mais que si tel est le cas, bien qu'on n'ait jamais pu l'observer en laboratoire, si tel est le cas, on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le fait qu'elle est bien déplacée ou non. D'accord. Voilà, donc ça veut juste dire que peut-être le moyen d'évaluation qui est la palpation n'est peut-être pas le meilleur moyen d'évaluation si déplacement d'articulation il y a. Malheureusement, les tests en laboratoire où on vient appliquer des repères, enfin des repères qu'on va appliquer sur les repères osseux justement, et on va faire une analyse tridimensionnelle, tentent à montrer que l'articulation ne se déplace pas, ne semble pas être déplacée chez les patients qui sont symptomatiques par rapport à ceux qui ne le sont pas, et qui ne sembleraient pas être plus déplacés du côté symptomatique par rapport au côté non symptomatique. Je pense qu'on peut apporter, mais ça c'est vous qui jugerez si vous le gardez ou non,
une nuance, qui est que malheureusement aujourd'hui, par rapport à ces tests sacro-iliaques, en tout cas de provocation, décrits par Laslett et par Peter van der Werf, il y a des controverses. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui est sortie cette année de Schneider qui a réévalué ces combinaisons de tests et qui a trouvé des résultats absolument médiocres. D'accord. Le problème, c'est qu'il y a débat autour de cette étude dans la mesure où ils n'ont pas utilisé exactement les mêmes critères diagnostiques, les mêmes outils diagnostiques. C'est la première limitation, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que les tests décrits par Laslett et le processus que je décris dans l'algorithme a été en très grande partie influencé par la méthode d'examen, la méthode McKenzie, qu'on appelle également MDT, Mechanical Diagnosis and Therapy. Et les résultats, malheureusement, de Laslett ne sont recevables que si les patients ont reçu au préalable une évaluation McKenzie qui a permis d'exclure une application lombaire. En particulier, on recherche l'absence de centralisation. Le problème, c'est que Laslett lui-même a mis en évidence plus tard, en 2005, que l'absence de centralisation ne suffit pas à exclure une implication lombaire. En tout cas, discogénique, mécanique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de flou artistique encore par rapport autour de la validité de ces tests. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste le mieux qu'on ait, mais c'est encore clairement pas parfait, et il faut encore des études sur la question. C'est une bonne conclusion, ça. Alors pour autant, est-ce qu'il faut ne pas les faire? Non, je pense que malgré tout, notre rôle en tant que thérapeute, c'est de se tenir à jour de l'actualité scientifique et de faire du mieux qu'on peut avec le mieux qu'on a à un instant T. Et c'est là un peu la difficulté, c'est qu'il faut réussir à se tenir régulièrement à jour. Mais c'est pour ça qu'on est là, vous et moi, avec le temps d'un lapin, et nous avec Kinefact. C'est pour essayer de raccourcir un petit peu ce délai de transition entre les données de la recherche et la pratique. Merci Joshua, c'était vraiment passionnant. Je crois que Vincent, tu avais encore une question. Oui, alors Joshua, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les douleurs en lien avec les articulations sacro-iliaques de la femme enceinte ou qui vient d'accoucher? Alors je pourrais en parler un petit peu, mais ça fera l'objet d'une publication prochaine, enfin même de plusieurs publications prochaines sur la page de Kinefact. Donc j'aimerais vous garder le plaisir de la surprise. Ah mais tout à fait, si tu viens nous en reparler dans un prochain épisode. Avec grand plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode. Rendez-vous sur le blog pour avoir accès à toutes les ressources en lien avec ce qu'on a pu dire aujourd'hui, avec le travail de Joshua. Merci à Joshua d'avoir bien voulu se prêter à ce jeu et d'avoir été avec nous, très pertinent, plein d'informations. On sera ravis de l'avoir de nouveau avec nous. Et on vous dit à très bientôt. Sur le temps d'un lapin.